Il y avait, dans cet appartement perché au-dessus de Paris, une paix calculée. Une paix achetée à l'étage d'un immeuble qui regardait la ville comme on regarde une vieille carte pleine de routes déjà tracées. Les rideaux étaient tirés, mais la lumière bleue de la ville filtrait par la baie vitrée. Elle dessinait des ombres nettes sur le cuir italien et sur la montre en or posée sur la table basse comme un témoin silencieux. Alexandre Beaumont respirait lentement, la poitrine à peine soulevée, la main posée sur le lit comme pour marquer un point final. Il avait appris à faire du moindre battement de son cœur une réserve de silence. On avait été trahi, on s'en méfie ensuite. Tout était minuté. Les serviettes pliées dans la salle de bain, la ligne nette des chemises dans l'armoire, les piles de dossiers sur le bureau, tout parlait d'un homme qui mesurait son monde à l'aune de l'ordre. Et dans cet ordre, il avait semé un piège. Il avait voulu voir jusqu'où la franchise de l'autre résisterait à la tentation, voir si la pauvreté était un tremplin pour la cupidité ou une armure de dignité. Sur la table, il laissa tomber une enveloppe à moitié ouverte, le portefeuille, la clé de la voiture qu'il n'utilisait pas souvent et, comme pour rendre l'essai plus tentant, son pathèque. Des papiers, un contrat en cours, des comptes, des notes griffonnées dépassaient, fragiles comme des secrets. Puis il s'allongea, se dispensa d'un soupir dramatique et se fit sommeil. Feindre pour observer, c'était une méthode, et il l'avait répété dans sa tête jusqu'à ce que la froide logique de l'expérience noie toute autre considération. La porte d'entrée s'ouvrit. Le bruit résonna dans le couloir comme un pas sur de la porcelaine. Alexandre n'avait pas besoin d'ouvrir les yeux pour connaître la silhouette qui avançait. Il la connaissait par son rythme, par la façon discrète dont on transporte le baluchon des petites gens. Les pas étaient légers, uniques, empreints d'une fatigue honnête. Dans ce monde qui achetait le silence, elle portait la politesse comme un gilet. Sophie Moreau n'était pas une voleuse. À 24 ans, ses mains savaient plier des draps et tenir une assiette avec la même délicatesse. Elle avait l'habitude d'entrer, d'éteindre les lumières, de rétablir l'ordre. Elle venait de finir le service le plus long, travail, puis garde au chevet de sa mère quelques heures à l'hôpital, puis le retour. Elle n'avait pas dormi depuis trop longtemps. Ses livres, laissés sur le bord d'une table, semblaient attendre qu'elle leur accorde enfin un regard. Elle posa sa clé sur la console et, instinctivement, vérifia que la porte était bien fermée derrière elle. Le silence de l'appartement lui fit lever la tête. Dans la pénombre, un homme était allongé. Il respirait. Elle eut un mouvement comme si le monde entier attendait d'être jugé pour ce geste. Elle avait déjà fait ce geste, vérifier la présence, la nuit, le souffle. Un réflexe de soin dont la répétition lui avait appris à s'installer sans bruit. Il y avait, à portée de main, des objets qui auraient pu changer sa vie. Un portefeuille ouvert, billets, une carte d'identité. Elle vit la montre, lourde, presque ostentatoire, et la possibilité d'enclencher une providence instantanée pour sa mère, pour un mois d'hospitalisation de moins. Elle ferma les yeux, non pas pour se retenir d'espérer, mais pour sentir. Une faiblesse? Non. Une règle. Ce que l'on prend sans se battre perd sa dignité. Elle n'avait pas besoin de cet argent-là pour se lever le matin avec le regard propre. Sophie s'assura d'abord que l'homme était bien endormi. Son souffle était régulier, presque trop tranquille. Il n'y avait pas de menace dans l'air, seulement la présence lourde d'un secret qui n'attendait que la curiosité. Elle posa une main, hésita, puis tira doucement la couverture. Elle voulut la replacer. C'était un petit geste, un acte d'humanité. Une couverture rabattue sur une épaule, comme pour dire que le monde, parfois, mérite d'être recouvert de tendresse, même pour un inconnu riche qui dort. Ses doigts passèrent sur les documents éparpillés. Elle ramassa les feuilles en veillant à ne pas laisser de traces. Un contrat, des calculs, des notes de réunion. Rien qui la concernait. Elle remit la serviette sur la chaise, rangea la montre au bord de la table, comme si elle posait une pierre sur la route, et sans un bruit, alla vers la machine à café. Elle appuya sur le bouton avec la méthode d'une personne qui prépare du réconfort pour elle-même autant que pour les autres. L'arôme monta, doux, presque dérisoire dans ce salon de marbre et d'acier. Elle prit une tasse et la posa à la tête du lit, à portée de la main du dormeur. C'était une politesse, plus qu'un acte pragmatique. Peut-être croyait-elle à la superstition que le café chaud pouvait prolonger la douceur d'un instant. Avant de partir, elle regarda une dernière fois l'homme dans la pénombre. Elle hésita à chuchoter quelque chose qu'elle n'avait appris qu'avec le temps, avec les veillées au chevet d'une mère. Une phrase simple, sans emphase, une marque de respect.
Elle posa presque un baiser sur l'air et laissa sortir, plus pour elle que pour lui, « Bonne nuit, monsieur Beaumont ». Sa voix se dilua dans le couloir, et ses pas s'éloignèrent, silencieux, comme si sa propre dignité tenait à la délicatesse du bruit. Alexandre sentit le monde se dérober sous le pied. Il avait été prêt à tout voir, il n'avait pas prévu la tendresse. Il crut un instant que c'était une ruse. Peut-être compétait-elle pour gagner le goût des riches, peut-être l'avait-elle observé et décidé que se faire passer pour un simple élément de service pouvait ouvrir une porte. Mais rien de cela n'avait la saveur de la mesquinerie. Le geste, la pose, le souffle. Il était certain d'une vérité qui ne lui rendait pas justice. Elle avait agi comme on s'occupe d'un proche, non comme on profite d'un bien. La honte est une chose curieuse. Ce n'est pas un éclair, c'est une pluie lente qui ronge les jointures de la conscience. Alexandre, qui avait appris à mesurer le monde en contrat et en bilan, eut soudain la sensation d'être dépossédé. Il imagina les raisons qui l'avaient conduit là, la trahison qu'il avait subie, la peur d'être rendu vulnérable encore une fois, la logique glaciaire qui disait que l'on teste pour ne pas être pris. Tout cela se décomposa sous le poids d'une tasse de café froide et d'une couverture reposée sur son cou. Il ne s'endormit pas réellement, il simula toujours, un peu moins sûr, un acteur dont la scène s'effiloche. Il attendit que la porte claque, espérant peut-être une seconde rencontre, une apparition. Rien. Il resta seul avec sa respiration factice et beaucoup de pensées. Le lendemain matin, qu'on s'imagine la course des valets et le lever tardif, l'évidence ordinaire d'une vie où tout se règle avec un doigt, Alexandre demanda le dossier de la femme engagée au service. Son assistant hésita. « Sophie Moreau, monsieur, elle est là depuis… Depuis que la vieille stagiaire s'était retirée, depuis que les plannings avaient changé. » Les chiffres sur un écran étaient secs, mais le dossier, lui, offrait une littérature. Une facture d'hôpital scotchée, une photocopie d'un passé universitaire, un courrier jamais envoyé. Il parcourut les lignes d'un curriculum qui ne disait pas tout. On y lisait la Sorbonne interrompue, des mentions honorables, une lettre de recommandation ancienne mais affectueuse. Alexandre posa la main sur sa propre feuille, sur ses propres bilans, et sut soudain que ce n'était pas la pauvreté de Sophie qui l'avait fait tanguer, mais sa dignité. Elle n'avait rien pris, elle avait rendu, nettoyé, couvert. Elle avait refait bord à bord, comme si les choses du monde faisaient partie d'une conversation qu'on pouvait désencombrer. Il pensa à l'ex-fiancé qui lui avait appris à se méfier, trahison, secret, lettres. Puis il pensa au visage de Sophie, à la façon dont elle avait replacé les documents. Il sentit un point d'irrévocable. Il avait violé une frontière. Le test n'était pas un instrument, c'était une faute. Et les fautes, pour un homme public, se payent en solitude. Il passa la journée à retarder les réunions. Les collaborateurs ne remarquèrent rien ou feignirent l'ignorance. Il lit et relit la lettre jamais envoyée, l'examen de dossier où apparaissait en marge un mot griffonné dans l'encre des nuits blanches. Mère, chimiothérapie. Les chiffres devinrent visage, puis histoire. Alexandre n'avait pas le droit, pensa-t-il, de transformer ce qui avait été un geste d'humanité en l'objet d'une expérience sociale. Il se sentait petit, ridicule, mais surtout responsable. Il repensa à la tasse de café froide, à la couverture posée. Ces gestes simples étaient des témoins plus solides que n'importe quel rapport d'audit. Il racontait une économie du cœur qui ne se lisait pas dans les comptes. Il imagina toutes ces mains qu'il avait ignorées au fil des années, celles qui plisaient ses chemises, qui effaçaient les traces de son existence ordinaire, qui faisaient paraître propre la surface de son empire. Elle tenait son monde en équilibre. Il s'aperçut que ceux qu'il avait traités comme de simples instruments avaient aussi des vies compliquées, des dettes, des soins, des espoirs interrompus. La soirée le prit d'une impulsion qu'il n'arrivait pas à qualifier. Il ne pouvait pas inverser le test. Ce qu'il avait fait était fait. Mais il pouvait, peut-être, réparer. Réparer, pour lui, ne signifiait pas renverser l'ordre, cela signifiait reconnaître. Reconnaître d'abord l'erreur, puis la personne. Il ne voulait pas donner de l'aumône, il ne voulait pas acheter une conscience, il voulait rendre la dignité. Il écrivit 3 mots sur le carnet qui traînait toujours à portée de main, respect, dignité, transparence. Ces mots étaient des balises, des promesses qu'il n'entendait pas encore écouter. S'il existait une voie praticable, elle devait être juridiquement propre, des termes clairs, un contrat, un avocat indépendant. Il repoussait l'intuition du geste grandiose, de la main qui tombe et qui efface tout.
Il se souvenait d'avoir observé ces charités mal pensées, ces sauvetages publics qui transformaient la gratitude en humiliation. Sophie, de son côté, avait repris sa vie comme on rafistole une voile. Le travail le lendemain fut le même que la veille, plier, ranger, nettoyer. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont elle ramassait les draps, la certitude d'avoir été vue pour ce qu'elle était. Elle n'était pas habituée à ce regard-là, il l'embarrassait. Elle ne savait pas comment porter le fait d'avoir rendu service à un homme qui aurait pu la soupçonner, qui aurait pu l'avoir piégée. Dans les jours qui suivirent, ils se croisèrent sans se parler. Il y eut un échange de regards calculés dans l'ascenseur, un sourire retenu quand elle passa près du hall. Alexandre se trouva à surveiller son emploi du temps pour trouver un prétexte bureaucratique qui lui permettrait de la croiser un matin, en plein jour, et non derrière la fausse protection de la nuit. Il voulait être direct, il voulait lui dire qu'il regrettait, qu'il avait mal agi, et qu'il souhaitait, si elle le permettait, étendre une aide encadrée et respectable. Mais il savait aussi que la première parole, mal choisie, pouvait tout gâcher. Un midi, il fit descendre son café dans la petite salle d'un étage inférieur, celui où les employés du bâtiment prenaient un moment de répit. Il voulut se mêler aux voix anonymes, écouter les conversations de ceux qui n'avaient pas de porte blindée sur la rue. Le hasard, cependant, ne coopéra pas. Elle ne fut pas là ce jour-là. À la place, il trouva un post-it sur le tableau d'affichage, un appel pour une aide médicale, un centre de dons pour un voisin. Les petites annonces de la vie réelle avaient souvent plus d'histoire que le journal financier le plus corsé. Il commença à monter un dossier, non pas pour la juger, mais pour la protéger. Il fit appeler son avocat personnel. Préparer un protocole de soutien, prêt à taux zéro, clause de respect, confidentialité. Et prévoyait un avocat indépendant à sa demande. La voix, à l'autre bout de la ligne, fut étonnamment neutre. Alexandre laissa tomber les termes, comme on jette des pierres dans une rivière pour voir si elles font des ronds. Il savait que l'argent, sans le bon cadre, peut contraindre plus qu'il ne libère. Il voulait, cette fois, bâtir des garanties. Pour Sophie, toute cette fureur de précaution devait rester invisible. Elle avait peu de goût pour les faveurs publiques, elle préférait la confidentialité d'un téléphone, la discrétion d'une facture payée sans garde-fou. Si un homme comme Alexandre venait lui offrir quelque chose, elle voulait pouvoir signer un contrat sans malaise, consulter un avocat indépendant, poser des conditions. Elle avait appris à défendre son espace. Sa fierté n'était pas de l'orgueil, mais une forme de survie. Les jours suivants furent une suite de rendez-vous administratifs que l'on ne voit jamais à l'intérieur d'une vie. Notes prises, clauses modifiées, relecture. Alexandre se trouva étonnamment attentif aux détails qui auparavant lui semblaient anodins. L'intitulé d'une clause qui préservait l'anonymat, la manière dont une aide devait apparaître sur un état financier. Il mettait des garde-fous parce qu'il se souvenait de l'odeur du café froid et de la couverture posée. Il voulait que si un jour on racontait cette histoire, elle soit dite comme une réparation, et non comme une expiation grotesque. Pourtant, même dans la mécanique de la justice privée, il y avait quelque chose d'inattendu, l'humilité revenait. Alexandre se surprit à relire un essai que Sophie avait écrit, retrouvé dans une pochette avec son dossier. Une feuille jaunie, des lignes sur Balzac, sur la manière dont la littérature rendait honte des classes. Son écriture était nette, pas brillante, mais sincère. Elle parlait de petites révolutions, de personnages qui, par la manière de se tenir, réinventent le monde. Il lut ces pages comme un homme qui découvre un trésor chez lui qu'il ignorait posséder. Il s'autorisa, à la fin d'une journée trop longue, à se demander si ce n'était pas la rencontre avec cette écriture qui le chancelait autant que la tasse de café. Il pensa à la littérature qu'il avait délaissée pour la logique des tableaux Excel. Il songea que c'était peut-être la première fois depuis longtemps qu'un geste d'humilité le renvoyait vers quelque chose d'essentiel. Sophie, elle, refusa la première proposition qui arriva, non par orgueil, mais par exigence. Elle demanda un avocat, elle proposa des modifications au contrat. Elle coucha ses conditions sur le papier. Pas d'ingérence dans sa vie privée, une clause de non-publicité, des modalités de prêt parfaitement claires. Elle nie catégoriquement toute relation de subordination personnelle. Elle voulait de la transparence. Elle voulait que, si l'on devait entrer dans quelque chose de nouveau, une aide, une relation, ce soit sur une base d'égalité de droits et de respect mutuel. Alexandre lut la liste de conditions et sentit un élan d'admiration qui le prit à la gorge. Ces exigences étaient la preuve d'une autonomie imprenable. Il répondit favorablement à chacune, mais sans empressement. Il souhaitait que la première étape soit juridique, visible et nette.
Il savait, même alors, que les mots consignés sur du papier ne suffisaient pas à garantir la chaleur humaine. Ils étaient toutefois un bon début. Le souffle de la ville continuait, indifférent au remous qui se jouait à quelques étages. Les journées s'étiraient entre dossiers et rendez-vous, entre brefs instants où l'on se surprenait à espérer que tout se termine bien, et la peur constante qu'un geste maladroit ne réduise en poussière la dignité qu'ils tentaient tous les deux de préserver. Une nuit, Alexandre ouvrit la fenêtre, laissa l'air frais entrer. Il regarda la ville comme on lit un tableau où tout est déjà peint. Et, pour la première fois depuis longtemps, il eut envie que son existence soit plus qu'un enchevêtrement de chiffres et de conquêtes. Il eut envie que ses actes portent une cohérence morale. Cette résolution resta silencieuse mais solide. Il n'aimait pas se voir vulnérable, mais il se sentait prêt à assumer l'inconfort des premiers pas. Il téléphone à son avocat personnel pour lui donner des consignes supplémentaires. Puis il resta immobile, tenant contre lui la vérité. Il avait trahi une confiance, même si elle n'avait jamais été accordée. Se défaire de ce poids demanderait du temps, des gestes concrets et une patience qu'il n'avait pas toujours cultivée. La semaine suivante, il prit une décision. Il demanderait à voir Sophie, pas pour la surprendre, pas pour tester une nouvelle fois son âme, mais pour lui parler. Pour expliquer, pour s'excuser, pour proposer ce qu'il considérait désormais comme une aide respectueuse. Il savait que le mot « aide » pouvait sonner comme un prix, alors il pesait ses syllabes, cherchant comment dire sans dominer. Mais comment faire autrement quand le monde humain se nouait autour d'un fil de bureaucratie? Le soir qui précéda leur première rencontre prévue, Alexandre se réveilla brusquement à l'image de la couverture posée sur lui. Cette image, simple, l'avait habité toute la journée. Il y voyait la fragilité d'un geste. Un être humain avait décidé, sans rien attendre, d'agir pour quelqu'un d'autre. Il se promit de ne pas transformer cet instant en marchandise. Il s'habilla comme pour une audition, propre, discret, choisi, et se rendit au petit café près de l'immeuble, où ils avaient convenu de se joindre. Le café était tiède, la lumière jaune et les tables modestes. Il arriva en avance, passant ses doigts sur une tasse comme on repeint une blessure. L'attente, cette fois, n'était pas un piège, c'était une préparation. Elle arriva, en retard de quelques minutes, le visage encore marqué par la fatigue des nuits entre l'hôpital et le travail. Elle portait un manteau simple, un sac usé et un regard qui mesurait la situation avant de la laisser s'installer. Quand leurs yeux se croisèrent, il y eut une hésitation, un échange de politesse qui n'était pas du tout la langue des affaires. C'était la langue des personnes qui emploient des mots vrais. « Bonjour, monsieur Beaumont ». Sa voix était mesurée. Il sentit qu'il y avait dans son ton une réserve naturelle, un bouclier qu'il devait respecter. « Bonjour Sophie, merci d'être venue ». Il eut un sourire qui s'éteignit presque aussitôt. Les banalités ne suffisaient pas. Il prit une profonde inspiration et choisit l'honnêteté, même si elle le dépouillait. « J'ai mal agi. Je vous ai testé la semaine dernière. Je n'ai aucune excuse qui vaille. » Il la regarda pour mesurer la portée de ses mots. Sophie posa sa tasse, ne le regarda pas de suite. Elle prit son temps. « J'ai compris », dit-elle enfin, comme si ces deux mots résumaient un tribunal intérieur qu'elle venait de clore. « Ce n'était pas agréable d'apprendre qu'on vous a mis à l'épreuve. Mais vous êtes venu, vous avez dit que vous vouliez réparer. » Ses mains serrèrent la porcelaine, on y voyait la force d'une personne consciente de ce qu'elle pouvait accepter. Alexandre sortit l'ébauche de protocole, non pas pour imposer, mais pour montrer qu'il avait pensé la réparation comme une chose sérieuse. Les clauses, les représentants, la confidentialité. Il expliqua qu'il souhaitait un prêt, non une donation publique. Il voulait qu'il y ait un document légal, que la décision fût libre et défendue par un avocat indépendant qu'elle choisirait. Il voulait qu'il n'y ait pas de dette morale. Il voulait une égalité d'apparence et de droit. Sophie écouta, avec la même attention qu'elle mettait à ranger un lit. Elle prit des notes, marqua des doutes. À un moment, elle levait les yeux et, dans son regard, on voyait des images, des factures, des nuits à l'hôpital, des livres coupés par le manque. Elle répondit calmement, posant des limites, demandant des clarifications sur la clause de confidentialité, sur la trajectoire possible du prêt, sur les garanties qu'elle aurait. Elle ne voulait pas d'ostentation, elle voulait quelque chose qui l'aide à dormir la nuit sans craindre d'être redevable d'autre chose que d'elle-même. La conversation tourna longtemps autour de la dignité. Et dans ces échanges sobres, quelque chose d'autre naissait, une reconnaissance mutuelle que l'humanité ne se vend pas. Alexandre sentit que ces mots, désormais, n'étaient plus des bâtons qu'il agite pour faire peur, mais des ponts qu'il tentait de jeter avec maladresse. Ils conclurent, pour l'instant, sur une simple phrase.
Il se reverrait pour finaliser avec un avocat indépendant choisi par Sophie. Aucun geste théâtral, aucun engagement qui lie le cœur à la place du droit. C'était une victoire silencieuse pour elle, c'était une leçon d'humilité pour lui. Lorsqu'ils se séparèrent, la nuit venait. Alexandre rentra chez lui, le pas plus lourd qu'à l'habitude, mais la poitrine comme si quelque chose avait été ouvert. Il se demandait s'il pouvait tenir la ligne qu'il s'était fixée, agir sans dominer, aider sans diminuer. Sophie reprit son chemin, le sac un peu plus léger peut-être, pour avoir dit ce qu'elle pensait à haute voix. Et c'est là, dans ce moment fragile où la conversation tournait à sa fin, que la surprise, celle annoncée par des promesses silencieuses, par des suites de dossiers et par des nuits d'insomnie, commença à se profiler. Alexandre, dans son appartement, retourna à la fenêtre. La couverture était encore dans sa mémoire, la tasse imprimée sur l'intérieur de ses paupières. Il sut qu'il ne pouvait plus continuer comme avant. Il prit une décision qui, pour l'instant, restait dans la sphère des intentions. Avant de tout officialiser, avant d'entrer dans la mécanique publique qui pourrait tout briser, il voulait un geste simple, discret, qui ne ferait pas headline. Il voulait d'abord être présent, pas par un chèque sur un compte, mais par une parole honnête, par une présence sans condition. Pourtant, avant même qu'il ait le temps d'élaborer le prochain mouvement, un événement imprévu frappa. Un message sur son téléphone, bref, professionnel, qui n'avait aucune raison d'être à cette heure tardive. Son secrétaire, urgent, rapport du conseil, à revoir. Les urgences des grands hommes n'attendent pas. Alexandre sentit, avec une clarté douloureuse, que reparer n'implique pas seulement des intentions, mais des sacrifices. Il devait jongler entre l'âme et l'entreprise, et l'une des deux risquait toujours de payer le prix. Il se leva, prit sa veste, et dans le miroir du couloir, il s'aperçut que son regard était plus pesant. La ville continuait de briller, indifférente. Dans cette indifférence, la couverture posée, le café froid, la signature d'une femme qui avait refusé l'humiliation, tout cela prenait la place d'un plan. Il pensa à Sophie, à sa mère, à la manière dont une vie peut soudain basculer entre la nuit et le matin. Il ne savait pas encore que cette histoire, commencée comme une expérience, allait devenir la cause première d'une série de décisions qui mettraient en jeu non seulement son cœur, mais l'âme de son entreprise. Il ne savait pas non plus que la surprise révélée dans les semaines à venir disparaîtrait enfin la distance entre eux, mais pas sans heurts. Pour l'instant, il y avait seulement ce point d'inflexion. Il avait décidé de se tenir droit face à son erreur, de consentir à la lenteur des réparations et d'apprendre à ne plus tester les gens comme on teste un produit. La nuit se referma sur la ville. Alexandre posa la main sur la pochette où il avait conservé la feuille jaunie de Sophie. Les mots de Balzac, jetés autrefois sur un coin de papier, regardaient le futur avec la même sécheresse que la vie réelle. Il éteignit la lumière, mais la ville, dehors, parlait encore. Il se coucha sans faim de cette fois, ou du moins sans le vouloir, et entendit son propre cœur, pour la première fois depuis longtemps, battre comme une promesse fragile. Le lendemain matin, le monde reprend son cours. Mais il y avait un fil tiré, une action enclenchée. Alexandre le suivrait, quoi qu'il en coûte. Sophie, de son côté, gardait intacte la ferme conviction qu'on peut accepter l'aide tout en restant maître de sa dignité. Entre les deux, l'équilibre était à inventer, et il serait fait de contrats, de mots et, peut-être, de gestes qui ne se laissent pas écrire dans une simple clause. Avant de continuer, si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous auriez fait à la place d'Alexandre. Auriez-vous testé? Ou auriez-vous choisi d'avouer tout de suite? La conversation qui suivit cette rencontre, les clauses qu'ils allaient négocier et les frictions qui naîtraient au conseil d'administration à propos de ce geste privé se préparaient en coulisses. Alexandre avait envoyé des directives, un protocole légal, une garde rapprochée de confidentialité et surtout la promesse, silencieuse mais ferme, de ne pas transformer le geste en spectacle. Mais pour tenir cette promesse, il allait devoir affronter des résistances internes, des voix rappelant que l'entreprise obéit à d'autres lois moins humaines. Sophie, de son côté, avait repris son emploi du temps comme on retisse un filet. Elle avait accepté, à contre-cœur peut-être, l'idée d'un rendez-vous avec un avocat. Elle avait aussi recommandé, sans l'expliquer, que tout soit traité à huis clos. Elle redoutait la pitié publique plus que la pauvreté elle-même. Elle savait que l'aide, pour être digne, devait d'abord passer par le silence et la discrétion.
Dans les jours qui suivirent, une série d'actions discrètes se mit en place. La mise en place d'un compte séquestre, une promesse écrite de confidentialité et la nomination d'un avocat indépendant choisi par Sophie. Alexandre, malgré toute sa fortune, se trouva confronté à l'ultime chose qu'il n'avait pas achetée, le temps. Le temps de réparer, le temps d'apprendre à s'excuser sans s'ériger en sauveur, le temps de comprendre qu'un geste d'amour ou d'aide ne doit jamais être confondu avec un exercice de pouvoir. Et tandis que les dernières pièces administratives se glissaient en place, la vie, à l'extérieur, continuait. Les lecteurs de Balzac et les ouvriers d'usine, les étudiants de la Sorbonne et les veilleurs d'hôpital, tous ignoraient la mécanique intime qui se jouait à cet étage élevé. Mais la ville a cela d'extraordinaire. Chaque geste, même minuscule, laisse une empreinte. Alexandre, dans un moment de solitude rare, relut une dernière fois la ligne où Sophie parlait de personnages qui se redéfinissent par leur manière de tenir les autres. Il se surprit à espérer que, par maladresse d'abord, par volonté ensuite, ils puissent tenir d'une manière nouvelle. Il prit alors une décision supplémentaire, plus dangereuse peut-être que la première, annoncer, en comité restreint, qu'il envisagerait d'introduire des changements éthiques au sein de son entreprise. Rien de spectaculaire, mais des mesures concrètes. Revalorisation des salaires, anonymat pour certaines aides, mécanisme de soutien pour les employés aux prises avec la maladie. Il savait que cela provoquerait des résistances. Il savait aussi que cela pourrait être interprété comme une manœuvre, et peut-être l'était-ce au départ, mais il voulait que l'acte porte un sens. Il rédigea donc un mémo. Il le relit, corrigea les formulations, demanda des avis. Puis, avant d'envoyer le courrier au conseil, il se ravisa. Il n'était pas pressé de faire de son remords un étendard. Pour l'instant, la priorité restait simple, achever les modalités avec Sophie et respecter sa volonté. La prochaine étape se préparait en silence, comme souvent les choses les plus importantes. Une rencontre chez l'avocat, une signature contrôlée, une décision qui aurait des conséquences plus larges qu'une simple aide financière. Entre-temps, la relation entre eux resterait prudente, faite de conversations mesurées et de gestes qui ne déborderaient pas du cadre légal. Et c'est dans cet intervalle, entre l'intention et l'acte, entre la faute et la réparation, que la surprise commença à se dessiner. Non pas comme un coup de théâtre, mais comme une lente révélation. Alexandre ne le savait pas encore, mais la vraie transformation qui l'attendait ne tiendrait pas seulement à la façon d'effacer sa faute. Elle tiendrait à la manière d'apprendre à écouter, à renoncer à l'habitude de juger et à accepter que la dignité d'autrui n'est pas un transfert qu'on peut acheter. C'était un commencement. Un commencement que la ville, indifférente, accueillit comme toujours, en laissant la nuit fondre doucement sur ses rues. Et tandis que le monde reprenait son souffle, 3 points se trouvaient déjà inscrits dans le carnet d'Alexandre. Réparer sans imposer, respecter sans dominer, agir lentement. Mais les jours prochains allaient montrer que transformer une maison d'affaires en un espace d'humanité est un processus plein d'obstacles, de résistance et d'incompréhension. Les conseils d'administration, le regard des médias, les murmures du personnel, tout allait se mêler à cette histoire intime et la recalibrer. Et c'est dans cet intervalle, entre l'intention et l'acte, entre la faute et la réparation, que la surprise commença à se dessiner, non pas comme un coup de théâtre, mais comme une lente révélation. Alexandre ne le savait pas encore, mais la vraie transformation qui l'attendait ne tiendrait pas seulement à la façon d'effacer sa faute, elle tiendrait à la manière d'apprendre à écouter, à renoncer à l'habitude de juger et à accepter que la dignité d'autrui n'est pas un transfert qu'on peut acheter. C'était un commencement que la ville, indifférente, accueillit comme toujours, en laissant la nuit fondre doucement sur ses rues. Et tandis que le monde reprenait son souffle, 3 points se trouvaient déjà inscrits dans le carnet d'Alexandre. Réparer sans imposer, respecter sans dominer, agir lentement. Mais les jours prochains allaient montrer que transformer une maison d'affaires en un espace d'humanité est un processus plein d'obstacles, de résistance et d'incompréhension. Les conseils d'administration, le regard des médias, les murmures du personnel, tout allait se mêler à cette histoire intime et la recalibrer. Pour l'instant, cependant, la tension la plus immédiate demeurait intérieure. Alexandre devait tenir sa promesse d'humanité dans un monde où tout se marchande, et Sophie devait décider si accepterait l'aide qui venait en la gardant à sa propre hauteur. La ville respirait. L'histoire, elle, continuait. Les formalités commencèrent sans éclat, à l'écart des regards. Un bureau d'avocat, aux murs couverts de diplômes, l'air un peu sec d'endroits où l'on pèse chaque mot, c'était précisément de cadre que Sophie avait exigé. Alexandre accompagna la jeune femme, comme s'il entrait en terrain inconnu.
L'idée d'un rendez-vous régi par des clauses, des comptes rendus et des témoins l'effrayait autant qu'elle le rassurait. Il avait besoin de la précision des règles pour ne pas retomber dans sa vieille tentation, décider seul. L'avocat choisi par Sophie était une femme à la voix mesurée, praticienne de la discrétion. Elle parcourut le protocole ligne par ligne avec une tranquillité professionnelle. Clause de confidentialité, compte séquestre, possibilité d'avancement indépendant, droit de rétractation, tout fut formulé pour protéger l'autonomie de Sophie, pour faire en sorte que l'aide soit une main tendue et non une chaîne. Sophie posait des questions fines. Elle s'inquiétait de la traçabilité du prêt, de la manière dont il apparaîtrait dans les registres, de la possibilité qu'un jour on instrumente son histoire pour flatter l'image publique d'un homme riche. Alexandre répondit sans emphase. Il n'offrit pas de grandes phrases, il offrit la rigueur. « Je ne veux pas que vous soyez transformé en symbole, dit-il. Si vous le souhaitez, nous inscrirons dans le protocole qu'aucune communication ne pourra être faite sans votre accord explicite. » Il signa la première muture du contrat parce que pour une fois, il comprenait que la dignité se tient dans le concret. La rencontre se termina sur un geste banal mais lourd de sens. Sophie demanda qu'un avocat tiers ait pour seule mission de vérifier l'équité des termes, qu'il rende compte à elle seule et non à Alexandre. Alexandre accepta, sans discuter. Ce fut peut-être la première décision où son orgueil se fit petit, presque reconnaissant. Les mois suivants n'étaient pas une promenade romantique, mais une succession de petits efforts, de maladresses rattrapées et d'ajustements. Il y eut des rencontres administratives, des signatures, des virements mis sous scellés jusqu'à accord final. Il y eut des journées où l'un des deux reculait, trop effrayé par la proximité, d'autres où ils échangeaient des conversations qui n'étaient plus que corvées, mais des conversations sincères. Dans ces discussions, un sujet revenait souvent, la littérature. Sophie parlait de Balzac comme d'une lucarne sur des vies en mouvement. Alexandre, qui avait jadis brûlé ses fines éditions pour des raisons d'efficacité, redécouvrait le plaisir d'écouter des voix étrangères à ses chiffres. Il y eut aussi, bien sûr, la résistance. À l'étage du conseil d'administration, l'annonce d'une série de mesures éthiques suscita plus qu'un froncement de sourcils. Revalorisation salariale, fonds d'aide médicale, procédure d'alerte pour harcèlement, autant de mots qui, pour certains administrateurs, sonnèrent comme une dépense inutile, une faiblesse dans un environnement où la compétitivité était tout. Un homme du conseil, en particulier, se montra acerbe. Il parlait de risque pour l'actionnaire et de la nécessité de préserver la marge. Les débats furent longs, serrés. Alexandre dut apprendre à écouter non seulement son désir de réparer, mais aussi à composer avec des intérêts hérités de sa position. Dans ces heures de conflit, il fit deux choses qui révélèrent sa transformation. La première fut publique. Il accepta de défendre ses propositions, non pas par des envolées personnelles, mais par des chiffrages, des études, des plans progressifs. Il demanda des bilans, des simulations, il chargea une équipe indépendante d'évaluer l'impact social et financier de ces mesures. Il accepta que la mise en place soit lente, budgétée, évaluée. La seconde était plus intime. Il se rendit au service des ressources humaines, écouta des employés anonymes, rencontra des ouvriers de l'usine et des petites mains du siège. Il ne se contenta pas d'ordonnances, il chercha des voix qui souvent avaient été ignorées. Ces gestes, continus, eurent leur effet. Certains cadres, méfiants au début, finirent par comprendre que la politique d'entreprise pouvait être synonyme d'efficacité durable. Les absences baissèrent, l'engagement remonta, la réputation interne s'améliora. Les premiers résultats financiers n'étaient pas miraculeux du jour au lendemain, mais la courbe se redressa. Et ceux qui s'opposaient reprirent d'autres arguments, certains partirent, d'autres firent le choix plus discret d'observer sans commenter. Pendant ce temps, la vie de Sophie se recomposait à petits pas. La rémission de sa mère se dessina comme un coucher de soleil lent mais réel. Un rendez-vous médical, où le spécialiste, prudent mais optimiste, parla de l'arrêt des traitements, de la réaction positive aux médicaments, d'une faible probabilité de rechute. La nouvelle fut d'abord vécue avec modération, on mesure trop bien dans ces cas-là la fragilité du bonheur. Mais les nuits devinrent plus longues, moins ponctuées d'appels urgents. Sophie pleura une seule fois, dans un couloir presque vide, et ce fut un soulagement plus qu'un éclat. Alexandre, à sa manière, accompagna la guérison sans imposer sa présence. Il envoya des fleurs, finit par aider à régler des factures hospitalières laissées en suspens, mais toujours selon le protocole dessiné par l'avocat indépendant.
Il respecta la demande de Sophie, pas de reconnaissance publique, pas de geste ostentatoire. Elle accepta l'aide parce qu'elle en avait besoin, elle maintena son intégrité parce qu'elle l'avait exigée. Puis vint le moment pivot, l'annulation formelle de la dette. Ce n'était pas un coup de théâtre romantique, mais un acte administratif mesuré. Après discussion, et parce qu'Alexandre jugea que la dette était devenue un élément de dépendance qu'il refusait désormais d'entretenir, il décida, avec l'accord de son conseil de trustees qu'il avait consulté, de convertir le prêt en cadeau irrévocable. L'opération fut faite par courriel officiel, notifié par l'avocate indépendante, avec des mentions claires de consentement et d'acceptation. Sophie reçut un message de la femme avocat qui disait sobrement « Par la présente et selon les termes convenus, le prêt engagé en date due est annulé. Aucun remboursement ne sera exigé. Document officiel scellé. » Il y eut un silence, puis un rire étouffé, puis des larmes de soulagement. Pour Sophie, ce n'était pas tant l'argent, c'était la disparition d'une chaîne. La manière dont Alexandre prononça la décision était importante. Il ne fit pas de déclaration théâtrale devant la presse. Il avait compris que l'annulation devait être d'abord un fait, pas un geste de communication. C'était une reconnaissance concrète de sa responsabilité morale. Il refusa que quelqu'un transforme la mesure en vantardise. Quand la nouvelle circula, la réaction publique fut paradoxale. Certains louèrent la geste d'un homme riche qui se repentait, d'autres se montrèrent suspicieux, arguant d'un calcul d'image. Alexandre attendait que l'émotion retombe et se contenta d'avancer. Il savait que la sincérité se démontrait par la répétition, non par une annonce ponctuelle. La relation entre eux se déploya ensuite sur un terrain fraternel, d'abord, puis intime. Ils partagèrent des moments dénués d'artifice, une promenade le long de la Seine un dimanche pluvieux, des livres échangés, des repas pris dans la cuisine modeste de Sophie où Alexandre apprit à jeter un œil aux recettes simples. Ces instants valaient plus que les grandes soirées auxquelles il avait l'habitude. La douceur d'une tartine beurrée à l'aube, la voix de Sophie lisant à voix haute un passage de Balzac, sa main qui cherchait la sienne sans le dire. L'évolution ne fut jamais précipitée. À plusieurs reprises, Sophie mit des limites. Lorsqu'ambiguïté et silence menaçaient d'amplité, elle en parlait. La première fois qu'Alexandre esquissa un geste plus proche qu'un simple soutien, une caresse maladroite dans un couloir d'immeuble, elle lui prit la main et dit, calmement, « Tout cela est possible, mais pas avant que l'asymétrie soit éteinte. » Il comprit que l'amour n'était pas un salaire, ni un privilège que l'on pouvait donner pour apaiser une conscience, mais quelque chose qui s'établissait entre deux sujets égaux. Il fit des choix concrets pour matérialiser cet engagement. Il demanda au Conseil qu'il ne serait pas impliqué pour l'avenir prévisible dans toute décision concernant la vie professionnelle de Sophie. Il renonça à tout droit de veto sur son positionnement interne. Il proposa et fit voter un mécanisme de gouvernance qui empêchait un conflit d'intérêts. Si un membre de l'exécutif était impliqué personnellement avec un employé, le dossier serait traité exclusivement par une commission indépendante. Ces dispositifs, techniques et froids en apparence, étaient pour Alexandre des preuves palpables de changement. Il y eut un moment décisif, une nuit ordinaire, où il se trouva face à Sophie dans le petit salon de son appartement. Les deux avaient passé la journée à trier des livres. Une pluie fine tambourinait aux vitres. Ils étaient épuisés mais heureux d'une fatigue vraie. Alexandre parla le premier, d'une voix qui tremblait. « Je ne veux plus vous tester. Simple. Je veux être avec vous en toute égalité. Je suis prêt à perdre des choses pour cela. » Il exposa ses craintes, sa peur d'être encore perçu comme manipulateur. Sophie l'écouta. Elle posa sa main sur la sienne, lieu d'un accord simple. La première fois qu'ils s'embrassèrent, ce ne fut pas un événement furtif, mais un consentement posé à l'aune de ce qui avait été construit. Les deux l'acceptèrent. Leur baiser fut long, respectueux, comme une signature. Quand ils se séparèrent, aucun des deux n'eut de regret. Ils riaient presque, de nervosité et de sincérité. Ce baiser ne balayait pas les fautes passées, mais il annonçait une possibilité. La nouvelle de leur relation, quand elle se déroula, d'abord discrète puis de plus en plus visible aux yeux de ceux qui travaillaient autour, provoqua des murmures. Des voix questionnaient l'éthique, d'autres se réjouissaient. Alexandre proposa qu'on proclame, sans détour, les dispositifs qu'ils avaient adoptés. Recueil du consentement, renonciation à l'ingérence du dirigeant, monitoring du HR. Ce fut une manière de poser une transparence qui paradoxalement calmait. Sophie demanda que la publication n'en fasse pas une affaire sentimentale. Ils tinrent parole.
Les choses prirent une forme plus publique lorsque la direction annonça une série de réformes destinées à améliorer le bien-être des employés. Augmentation progressive des salaires des plus bas niveaux, création d'un fonds d'urgence pour soins médicaux, procédure de signalement anonyme et cellules d'écoute psychologique. La bataille au Conseil, loin d'avoir été un simple orage, laissa quelques séquelles. 2 administrateurs partirent ulcérés par la nouvelle organisation. D'autres restèrent et s'engagèrent à surveiller la rentabilité. Il y eut des pertes à court terme, des critiques, mais aussi des soutiens inattendus, managers qui avaient longtemps souffert en silence, employés qui retrouvèrent une énergie au travail. À la longue, la cohérence entre éthique et gouvernance s'installa comme un argument de stabilité. L'ex-fiancé d'Alexandre apparut à l'horizon, comme une ombre ancienne. Ce fut une rencontre brève, orchestrée par le destin et par la presse qui aimait les histoires de rédemption. Elle chercha à comprendre, essaya de réveiller des anciennes blessures. À travers elle, Alexandre réaffronta la partie la plus dure de son passé, l'apprentissage de la méfiance. Mais la conversation eut lieu à distance respectueuse. Grâce à la sérénité qu'il avait acquise, il sut refuser les vieux réflexes et rester honnête. Son ex, blessé, finit par disparaître derrière son propre ressentiment. Marc Dubois, le frère de l'ex-fiancé, joua un rôle étonnant. Il était d'abord sceptique, mais il se montra à l'écoute lorsqu'il vit le changement, et, à la surprise générale, intervint en faveur d'Alexandre lorsque le conseil fut divisé. Marc ne devint pas ami intime de Sophie, mais il accepta de témoigner, discrètement, que la transformation d'Alexandre n'était pas seulement du théâtre. Le temps fit son œuvre. Sophie put reprendre des études, progressivement. Elle s'inscrivit à nouveau à la Sorbonne, en auditeur libre d'abord, puis en cursus régulier grâce à une bourse d'études partiellement financée par un fonds mis en place par l'entreprise pour l'éducation continue des employés. Elle étudiait en soirée, retrouvant la joie de penser et d'écrire. Alexandre la soutint sans s'immiscer. Il respecta l'idée qu'elle soit reconnue pour elle-même, non comme la femme du PDG. Sa fierté fut pure et discrète lorsqu'elle obtint, quelques années après, une mention pour un mémoire sur la représentation sociale dans le roman du XIXe siècle. La reconnaissance professionnelle suivit. Sophie, après avoir terminé son diplôme, accepta une proposition singulière, non pas un poste subalterne, mais la création d'une fonction nouvelle, indépendante du pouvoir exécutif, directrice du pôle d'accompagnement social et culturel de l'entreprise. Sa mission était de construire des programmes destinés à favoriser l'égalité des chances au sein du groupe. Alexandre n'intervint pas dans sa nomination. Il avait insisté pour que le recrutement soit mené par un comité externe. Sophie accepta, consciente que ce rôle lui permettrait d'agir pour d'autres comme elle l'avait été, sans être redevable. La romance, au-delà des actes, se dota d'une assise, une confiance quotidienne, une assurance que les équilibres mis en place tenaient. Ils dînèrent parfois seuls, parfois entourés, mais toujours en laissant la question du pouvoir en dehors de l'appartement. Ils savaient que l'amour n'était pas un lien qui efface les responsabilités. Plutôt, il était un milieu où s'exerçait la patience. Puis vint des jours d'évidence. Au détour d'un dîner, Sophie avoua, avec un sourire un peu malicieux, une chose qui était restée cachée. « La nuit où vous m'avez testé, je savais. » Alexandre, surpris, chercha une défense. Elle leva la main pour l'arrêter. « Pas pour vous piéger, dit-elle. Je savais que vous feigniez, comme on devine parfois l'ennui d'un visage. » Il eut un mouvement de recul intérieur, mais la manière dont elle poursuivit acheva de le défaire. « Je ne vous ai pas dénoncé, parce que ce n'était pas à moi de juger la méthode. J'ai choisi d'agir comme j'agis toujours, avec mes propres règles. » Elle expliqua qu'elle avait lu son visage, son rythme respiratoire, et compris qu'il cherchait moins la richesse immédiate que la preuve d'un fond humain. « J'ai choisi la dignité, dit-elle, pas la revanche. » Alexandre sentit une gratitude amère et douce. Elle avait su lire sa faiblesse et, au lieu d'en faire un tribut, l'avait transformé en un pont. Ce fragment de vérité fut, paradoxalement, un baume. Il dépossédait la scène du piège et la replaçait dans un échange humain complexe. Alexandre ne chercha pas à minimiser son geste. Il la remercia de l'avoir traité comme un égal, capable de s'amender. Le moment de la demande en mariage venait pourtant comme une décision consciente et lente. Alexandre choisit un lieu discret, un petit restaurant dans un quartier où les nappes blanches côtoyaient des lumières tamisées. Il n'y eut ni grand discours ni orchestration excessive. Il fit appel à la simplicité. Un dîner à deux, la ville qui bruissait dehors, une table qui ne leva pas d'yeux indiscrets.
Avant de poser la question, il voulut être absolument sûr d'avoir réglé toutes les questions qui auraient pu rendre l'acte coercitif. Il avait obtenu que le couple soit fiscalement autonome, il avait renoncé à toute inscription publique sans accord, il avait préparé un document où il s'engageait, par écrit, à ne pas intervenir dans la carrière de Sophie. Ces mesures étaient peut-être lourdes à lire, mais pour eux, elles représentaient la liberté. « Sophie, veux-tu m'épouser » demanda-t-il. Pas plus que 5 mots, mais il portait des années de travail. Elle sourit longuement, puis répondit en prenant le temps de dire non pas le mot de peur, mais le mot de choix. « Oui, si c'est comme ça, en entier, avec nos règles, notre liberté et nos erreurs. » Il glissa l'anneau, modeste, choisi pour être à la fois simple et précieux. Ils s'embrassèrent comme deux hommes et femmes qui avaient traversé l'hiver et qui s'apprêtaient à bâtir un été. La cérémonie eut lieu loin des flashs. Un petit nombre d'amis, la famille de Sophie, dont la mère guérie rayonnait d'une douceur presque incrédule, quelques collègues qui avaient été des soutiens sincères. Alexandre refusa l'idée d'une célébration somptueuse. Le mariage fut une réunion de personnes importantes pour eux, pas un moment de parade. On mangea, on rit, on lut quelques textes. Balzac fut une évidence. Sophie choisit un extrait sur la dignité humaine et la lecture fut accueillie comme une bénédiction littéraire. Après le mariage, la présence d'une famille devint une réalité. Ils eurent une fille dont la venue apporta une paix nouvelle à Alexandre. La voir tenir la petite main de sa mère dans la cuisine, entendre son rire dans l'appartement qui avait longtemps servi de scène silencieuse à des décisions difficiles, tout cela lui enseigna une leçon de permanence. Là où autrefois il avait mesuré le monde en chiffres, il apprit à mesurer en sourires. Ce changement se propagea aussi dans l'entreprise. Les programmes initiés prirent corps, bourses pour employés, lignes d'aide psychologique, fonds d'urgence gérés par un comité indépendant. Les résultats furent concrets, une baisse des démissions chez les niveaux inférieurs, une hausse de la productivité liée au bien-être, des recrutements plus diversifiés. Quand les marchés, un temps inquiets, réagirent, la direction sut négocier, accepter quelques pertes à court terme, défendre une vision à long terme. Il y eut des critiques, des commentateurs cyniques qui questionnèrent la sincérité d'Alexandre. Certains articles insinuèrent des calculs d'image. Mais la réponse la plus vraie fut silencieuse, des vies changées. Des employés qui, autrefois, barraient la porte de leurs rêves, retrouvèrent la possibilité d'étudier, de faire soigner un proche, de respirer. Et cela, plus que les discours, fit taire nombre d'attaques. La transformation d'Alexandre ne fut jamais totale. Il resta un homme qui avait appris à compter, à mesurer, mais il s'exerça à compter autrement, en minutes partagées, en présence, en engagement. Quand des conflits survinrent, parce qu'aucune politique humaine n'est sans friction, il apprit à accepter la lenteur du processus, réunion, médiation, ajustement. Il ne se drapa plus dans un pouvoir inflexible. Il échangea volontiers des idées, admit des erreurs, prit la parole pour dire qu'il ne savait pas tout. Les années qui suivirent furent façonnées d'habitudes nouvelles. Sophie continua d'écrire, publia un recueil de nouvelles adaptées de son mémoire, et sa voix trouva un écho au-delà des murs du travail. Alexandre, lui, fit le choix de laisser un poste clé à un dirigeant aux convictions partagées et de se concentrer sur la mission à long terme de l'entreprise, acceptant de déléguer pour que son couple ne soit pas un foyer de conflits d'intérêts. Ils établirent ensemble une vie où l'équilibre n'était pas donné, mais construit par des gestes répétés. L'ironie finale s'éclaira un soir, quelques années après la nuit du test. Ils étaient assis sur le balcon, la petite fille dormait à l'intérieur, la ville étalée comme un tissu de lumière. Alexandre, maintenant moins un homme de démonstration et plus un homme d'exemple, évoqua la première nuit. « Je n'ai jamais cessé de penser à la tasse de café froide, dit-il, la voix mêlée d'humour et d'étonnement. Sophie sourit, posa sa tête sur son épaule. « Et moi, je n'ai jamais cessé de penser que vous alliez apprendre à mieux vivre qu'à prétendre. » Il y eut ensuite un silence, doux comme une paix apprise. Elle se redressa légèrement, regarda la ville, puis ses yeux revinrent vers lui. « Je vous ai dit la vérité, ajouta-t-elle, mais peut-être que vous ne l'aviez pas entendue avant. Savoir que vous m'aviez testé ne m'a pas blessé autant que de savoir que vous aviez pensé devoir me prouver quelque chose. Ce que j'ai voulu vous dire, en remettant la couverture, c'était « Nous sommes tous façonnés par nos choix, voici les miens. » Alexandre rit faiblement, une sorte de soulagement qui venait de loin. « Alors vous saviez. » Il prit sa main. « Et vous avez choisi la dignité. »
Toujours, répondit-elle. Vous, parfois, il a fallu vous l'apprendre. Ils sourirent ensemble. Aucun triomphe, juste une reconnaissance d'une route parcourue. Le récit ne se clôtue pas sur un miracle instantané. Les résistances continuèrent de surgir. Les temps économiques ne furent pas toujours favorables. Mais la manière dont ils affrontaient les difficultés changea. Au lieu de prétendre la solution parfaite, ils avaient appris à l'inventer, lentement, avec honnêtement et parfois avec douleur. La leçon la plus durable sembla être que la réparation exige du temps, des protocoles et des actes qui se répètent. Une dernière image resta, Sophie, quelques ans plus tard, dans un amphithéâtre de la Sorbonne, parlant devant des étudiants de la dignité dans la littérature et dans la vie. Parmi l'audience figuraient d'anciens collègues, des employés rescapés et Alexandre, discret, assise au dernier rang. Elle parla sans apitoiement, avec la force de celle qui a tenu sa route. Sa fille jouait au fond de la salle, gardée par une amie. Quand elle conclut, un jeune homme dans la salle leva la main et demanda « Pensez-vous que l'amour peut vraiment changer une personne ?» Sophie, qui avait vécu les transformations les plus intimes et les plus publiques, regarda autour d'elle. Son regard heurta Alexandre, puis revint vers l'auditoire. « L'amour peut ouvrir une porte, dit-elle, mais ce qui change une personne, ce sont les gestes qui suivent. » Elle sourit. « L'amour sans règle n'est qu'une émotion. L'amour avec responsabilité est une construction. » Les applaudissements vinrent, mais le vrai écho fut ailleurs, dans des vies stabilisées, des emplois sauvés, des études reprises. Le test qui avait commencé la nuit, lui, si contestable, avait provoqué une suite d'actes qui transformèrent non seulement un homme, mais un espace plus large. Le narrateur, sans ennoblir le piège initial, ne pouvait taire la vérité suivante. L'erreur d'un homme, si elle est reconnue et si elle engendre des gestes de réparation réels et durables, peut amorcer une succession de changements positifs. Cela ne justifie pas la faute, cela en montre seulement la possibilité de réparation. À la fin, la plus grande surprise n'était ni le cadeau d'argent, ni la demande en mariage, ni même la rémission de la mère. La surprise la plus profonde fut la manière dont deux personnes, chacune à sa façon, avaient choisi la dignité. Sophie avait refusé de se laisser réduire à une opération de conscience. Alexandre avait accepté d'être enseigné par ses propres erreurs. Ensemble, et grâce à une série de décisions lentes mais constantes, ils avaient créé un foyer, une entreprise et peut-être une manière nouvelle d'envisager ce que veut dire être responsable. Si, dans un élan de curiosité, vous repensez à la première scène, la tasse de café, la couverture, la montre sur la table, souvenez-vous, le test était une faute. Mais la suite, vous l'avez vu dérouler. Des clauses, des avocats, des refus, des négociations, un prêt converti, des réformes, une demande posée en toute égalité, un mariage simple, une fille qui rit. La morale n'est pas simple. Elle tient dans la patience, la transparence et la répétition des actes justes. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en tirer un peu d'espoir. Pensez-vous que l'amour, accompagné d'efforts concrets et de règles claires, peut véritablement transformer une personne? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour d'autres récits où l'erreur et la réparation se heurtent au monde réel.